Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcom, le podcast des étudiants du Master Marketing Vente de l'Université de Reims. Ici, vous avez Vanessa et je suis aujourd'hui avec Sacha. Salut Sacha. Salut Vanessa et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Là, ça va être l'édition spéciale de Noël. Mais aujourd'hui, on n'est pas seul. On a aussi un invité spécial, Monsieur Damien Dubois. Bonjour Vanessa, bonjour Sacha. Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre première chronique. C'est parti. Maintenant que on est à la chronique du portrait de l'invité, on va entrer dans votre parcours. Quels sont vos débuts, vos études, toutes les étapes qui vous ont mené à aujourd'hui pour que les auditeurs puissent mieux vous comprendre et vous connaître. Ouais, je vais vous raconter mon parcours rapidement. Je suis diplômé d'un Master 2 que j'ai obtenu à l'IAE de Lille, un Master 2 en sciences de gestion, spécialité commerce extérieur. Et également d'un autre Master 2 obtenu cette fois au Centre européen universitaire de Nancy en communication stratégique et relations publiques. Au cours de mes études, j'ai également validé un bachelor en business administration à l'université d'Oslo pendant ma période Erasmus. Le début de ma carrière, après quelques stages courts de 1 à 6 mois, plutôt de découverte du monde de l'entreprise, dans différents secteurs, grande distribution, services aux entreprises, médias, industrie. Ma première grande expérience professionnelle a été le groupe Kering, que j'ai intégré à la fin des années 2000, et j'y ai évolué pendant quelques années, principalement dans la branche home shopping, en Scandinavie puis en France, avec notamment des entreprises comme La Redoute ou Cyrillus. J'ai par la suite rejoint un groupe de plusieurs domaines viticoles en Bourgogne et en Champagne, dont j'ai pris la direction des ventes directes. Donc il s'agissait de tout ce qui était vente à distance aux particuliers. Et j'ai enfin évolué dans l'univers des médias ces dernières années à travers la responsabilité du marketing et de la communication de différents titres de presse locaux. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Très beau parcours. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est la diversité des secteurs dans lesquels vous avez travaillé. Et champagne, presse, communication, prêt-à-porter. La question que nous nous posons actuellement, je pense que c'est pareil pour Sacha, c'est comment on passe d'un univers à un autre. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un tour de magie qu'il faut faire? Et comment vous vous êtes adapté à chaque univers? Alors, malheureusement, Vanessa, pas de secret, pas de tour de magie. Il faut toujours fortement s'investir. Les logiques et les cultures de chaque domaine sont très différentes, hein. Chacune de mes expériences professionnelles m'a été proposée en raison de mes compétences métiers. Mais il est indispensable d'acquérir au plus vite, quand vous intégrez un nouveau secteur d'activité, un maximum de connaissances, ne serait-ce que pour bien comprendre la place de l'entreprise dans son écosystème, ses avantages et ses faiblesses concurrentielles, les évolutions techniques ou technologiques qui vont arriver, et les modifications surtout des besoins et des comportements clients. Il faut s'imprégner de la connaissance des collaborateurs déjà en place, en multipliant les échanges avec chacun des métiers, mais aussi lire des ouvrages sur les secteurs, sur les produits, sur les services, s'abonner à des newsletters de médias spécialisés, suivre des leaders d'opinion que vous pouvez retrouver sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. À titre personnel, quand j'ai intégré le monde du vin, je n'avais pas de connaissances particulières sur les produits, hein, sur les vins. Pendant un mois, j'ai acheté beaucoup de livres et je me suis beaucoup documenté. Ça a facilité fortement mon intégration dans ce poste. Donc, même après l'obtention de tous vos diplômes, vous êtes toujours resté en quelque sorte étudiant. Et oui, Vanessa, on apprend toute la vie. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure des années, mais on est étudiant toute la vie. Et aussi, si on essaie de résumer ce que aussi vous venez de dire, c'est votre adaptation vient du fait que à chaque fois que vous rentrez dans un univers, vous essayez de beaucoup vous informer, c'est ça? Oui, l'intérêt de l'entreprise, c'est d'avoir quelqu'un qui va apporter un regard différent sur la façon de gérer le marketing et la communication de son univers. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut effectivement également comprendre les contraintes et les caractéristiques spécifiques de chaque secteur d'activité. On ne peut pas répliquer un modèle d'un secteur à un autre. Donc, vous n'avez pas juste changé de poste, vous êtes vraiment immergé dans
dans chaque marché et culture et appris vite. Et donc, mais dans ces secteurs différents, vous avez plusieurs projets différents de e-commerce dans un domaine qui évolue très vite. Et donc, dans chaque projet que vous étiez, parce que vous avez fait un parcours très différent, des secteurs différents, vous êtes adapté à chaque secteur et qui, eux, ils avaient des démographies différentes et des attentes différentes aussi pour chacun des sites. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Quels étaient les défis dans tous ces différents projets? Ouais, tout à fait. Le point commun, si je devais trouver un point commun entre toutes mes expériences, c'est que j'ai à chaque fois travaillé dans des contextes de transformation digitale d'activités commerciales, que ce soit dans la vente à distance, les vins ou les médias. Dans cet esprit, j'ai souvent été amené à passer d'un modèle de vente par correspondance traditionnelle, hein, donc commande sur catalogue, commande à travers des mailings papier, des courriers postaux qu'on reçoit à domicile, à une digitalisation de tout l'écosystème et des outils. Le digital, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nécessite des investissements technologiques importants. Aucune organisation ne digitalise pour le plaisir. La digitalisation, c'est le principal défi pour certaines entreprises qui ont parfois attendu trop longtemps afin d'engager des budgets sur certains outils qui étaient plus appropriés pour répondre aux attentes de leur nouvelle génération de clients. L'enjeu, c'est de bien connaître son cœur de clientèle et de mesurer la vitesse des évolutions des comportements. Si on prend un exemple avec le e-commerce, on peut imaginer de nombreuses fonctionnalités front pour un site e-commerce, mais si ma clientèle est plutôt senior, ai-je besoin d'avoir diverses fonctionnalités de partage social alors que le funnel de conversion devra plutôt se doter de touchpoints qui mettront plutôt en lumière la sécurité de la transaction. Ça, c'est un exemple de choix qu'il faut faire quand on digitalise une activité, quand on digitalise un environnement e-commerce, faire le choix d'apporter des fonctionnalités certaines plutôt que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital paraît évident. On pense que c'est facile, mais souvent on oublie que, comme vous l'avez dit, derrière chaque projet, derrière chaque site web, il y a des investissements, des choix techniques qu'il faut faire et surtout une vraie réflexion sur les besoins d'un client. Donc, vous soulevez un point très intéressant, je trouve, parce que chaque entreprise a besoin d'adapter ses besoins aux outils, c'est bien ça? C'est ça. Il y a certains sites e-commerce qui vont mettre l'accent sur la théâtralisation, le design, le côté aspirationnel. Et puis, vous allez avoir des sites, et je vais citer un des plus connus, Amazon, qui lui ne va mettre aucune énergie dessus, mais qui par contre va développer un maximum de micro-fonctionnalités qui vont viser à assurer une expérience e-commerce optimale. Donc, on entend souvent les titres responsable marketing, directeur marketing, mais en réalité, dans la vraie vie, quelles sont les différences? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très français d'attacher une importance forte au titre. Sur le plan théorique, un responsable marketing ou un directeur marketing fait exactement la même chose. Ce qui peut varier, c'est la taille de la structure dans laquelle ce responsable ou ce directeur évolue. Ce qui peut également évoluer, c'est l'importance que la direction générale accorde à la fonction. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, vous allez avoir le marketing qui a un rôle clé. Je prends l'univers du champagne, où le côté émotionnel des produits est très fort, et donc on attache beaucoup de sens au marketing et beaucoup d'importance au marketing et à la communication. Dans d'autres secteurs d'activité où la valeur ajoutée affective des produits est moins forte, on aura moins besoin d'avoir on attachera moins d'importance à la fonction, et donc potentiellement les titres seront peut-être un petit peu moins ronflants que dans d'autres organisations. Donc au final, c'est pas vraiment le titre qui change ou qui est vraiment important, hein, c'est aussi le contexte, l'entreprise et les fonctions de l'individu et des projets à qui il est attaché. Oui, voilà. En fait, si je peux résumer, l'important, c'est que vous soyez à l'aise dans votre poste, dans votre mission. Ça sera plus important que le titre que vous possédez. J'ajoute que le titre n'est pas forcément synonyme
directs de rémunération plus élevés, vous avez aussi des directeurs dans des plus petites organisations qui ont des rémunérations plus faibles que des responsables dans des organisations plus importantes ou travaillant sur des projets plus stratégiques. Donc vraiment, n'attachez pas d'importance au titre plus que cela. Et donc, dans ce contexte, parce que là, vous avez indiqué que certains directeurs n'ont pas autant, disons, de responsabilité que le nom responsable de e-commerce, qui eux, ils sont dans des organisations plus grandes avec des, comment dire, des conséquences stratégiques qui sont plus importantes. Vous vous référez à quoi et Je me réfère à des secteurs d'activité, à des entreprises. Là, actuellement, je travaille. Alors, je peux pas donner trop d'informations puisque je suis en ce moment en consulting pour un grand groupe bancaire. Bon, il y a multiples collègues avec lesquels je travaille qui ont des statuts de directeur. Bon, dans des PME, vous avez un directeur, c'est le directeur général de l'entreprise, et même la plupart des autres fonctions, finance, marketing, communication, RH, ce ne sont que des responsables. Mais à l'échelle de l'entreprise, ces personnes ont des responsabilités clés. Dans des plus grandes entreprises, vous avez des directeurs, mais qui ont tous des responsabilités minimes par rapport à la stratégie de l'entreprise. Oui, d'ailleurs, là, maintenant que vous n'êtes plus dans le e-commerce, mais dans le consulting, quand la transition, est-ce que vous avez apporté certaines qualités aussi? Par exemple, des qualités managériales, parce que vous étiez aussi directeur marketing ou de gestion, et aussi c'est un peu différent comme métier là, Oui, dans le consulting. tout à fait. Disons que j'arrive tout doucement à une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, et à ce stade, on a envie aussi de pouvoir mettre à profit son expérience à l'attention de différents secteurs, de différentes entreprises. Donc effectivement, récemment, j'ai rejoint un cabinet parisien qui est spécialisé dans le CRM, le digital, l'intelligence artificielle et la data. Et je travaille effectivement dans ce contexte où sur un projet de lead management, j'apporte une certaine expertise sur les réflexions marketing liées à cet univers de produits. Je suis désolé, encore une fois, je peux pas trop en dire, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on acquiert au fur et à mesure des années des expertises, et le consulting, c'est une voie qui est intéressante en deuxième partie de carrière. Ça permet effectivement de faire fructifier les connaissances qu'on a pu engranger pendant la première partie de carrière. Oui, donc c'est assez intéressant pour ceux qui écoutent que même si on est dans une certaine carrière, toutes les connaissances qu'on ait acquises, elles ne sont pas, fermées dans une boîte, mais qu'elles peuvent être transversales et être amenées vers d'autres métiers. Et votre expertise, elle est toujours valable le long de votre future carrière et autres rôles. Oui, en fait, si vous voulez, il y a deux choses. Dans le cadre d'une évolution de carrière, il y a l'évolution managériale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rechercher, avoir plus de responsabilités sur des environnements spécifiques. Et il y a également l'évolution fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir envie de travailler d'autres domaines. Les métiers du marketing et de la communication en sont multiples, et on peut avoir aussi envie, sans forcément avoir des responsabilités hiérarchiques de management, d'évoluer vers d'autres fonctions. Encore une fois, les métiers du digital sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient il y a 10 ans, et dans 10 ans, ils seront encore différents. Donc, c'est aussi important de s'enrichir d'autres métiers que d'évoluer sur le plan hiérarchique. Parce que si à un moment donné, on ne fait que évoluer sur le plan hiérarchique, on peut arriver à une situation où on est un peu déconnecté des problématiques et des outils contemporains. Donc maintenant que nous avons vu tout votre profil et votre parcours, nous allons passer à la suite, qui c'est la chronique Buzz et Com. Donc restez avec nous, Monsieur Dubois, et on va parler des campagnes de Noël. Donc là, la campagne de Coca-Cola. Oui, un grand classique de Noël remis en cause, la pub de Coca-Cola, revue, mais cette fois-ci avec l'IA en 2024 et en 2025.
Donc voilà de retour pour la chronique Buzzcom. Donc la campagne Coca-Cola Holidays Are Coming, elle a été, on pourrait dire polémique, mais polémique pour certains, pour d'autres non. Donc Coca-Cola a décidé de faire une pub supplémentaire qui est autour de Noël avec Holidays Are Coming comme ils le font tous les ans. Mais cette fois-ci, c'est des vidéos 100% générées par l'intelligence artificielle. Donc certains disent que c'est des visuels froids, sans âme, effrayants. Donc là, c'est tous les sceptiques de l'utilisation de cette technologie. Personnellement, j'ai vu que c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment d'êtres humains dans la pub. C'est surtout des animaux qui ne sont pas réels. Et puis des camions qui arrivent. Et c'était un peu trop parfait, les Ok. camions. Et après, le filtre aussi, ça faisait très... Fake. ouais, dessin animé. Après, ça m'a fait penser un peu à Polar Express, le train, le film là, qu'on a vu quand on Oui. était petit. Mais moins bien. Surtout que c'était pas le train, c'était des bus qui étaient trop lisses. Et toi, Vanessa? C'est vrai que celle de 2024, il y avait des humains qui apparaissaient, mais ça paraissait, comme tu l'as dit, trop lisse, trop net, c'était bizarre. Et donc, c'est en 2025, pardon, il y a eu la nouvelle campagne, celle des animaux qui paraissaient étonnés de voir le camion de Noël passer avec le Père Noël qui faisait le clin d'œil. Mais en fait, là, aujourd'hui, Damien, on a un vrai dilemme. D'un côté, l'IA offre des économies, de la rapidité, une flexibilité, mais de l'autre, est-ce qu'on ne perd pas l'âme d'une campagne de Noël? Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de l'IA pour une pub aussi chargée d'émotions? Alors, vous l'avez dit, Vanessa, l'utilisation de l'intelligence générative dans la création de supports, de dispositifs de communication, c'est pour les marques le bénéfice de faire beaucoup d'économies en termes de création. Sur ces campagnes de Noël, voilà, Coca-Cola a toujours fait des campagnes assez lisses, assez artificielles. Donc on est un peu dans la lignée, malgré tout, de ce qui se faisait avant l'apparition de l'intelligence artificielle. Moi, ça me choque pas. Personnellement, d'autres marques, à mon avis, auraient tort d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur création parce que on perd effectivement ce côté spontanéité, on perd ce côté humain et certaines marques en auront, je pense, davantage besoin que Coca-Cola, qui est une marque quand même relativement universelle. Donc, c'est vrai que il y a aussi, j'ai l'impression qu'ils ont fait de la IA juste pour faire de la IA, parce que c'est populaire ces temps-ci. Ces dernières années, il y a un grand investissement, des milliards, on pourrait même dire 1 trilliard de dollars qui est investi. Là, dernièrement, je pense que c'est Nvidia qui a investi 1 trilliard, ou qui promet d'investir 1 trilliard sur la IA, parce que eux, ils sont très dans ce secteur-là. Mais tout le monde est en train de se jeter dessus. Il y a certains qui parlent que c'est même une bulle parce que, comme 2008 ou avant, où tout le monde s'est jeté sur les e-commerce dans les années 2000. Et donc tout le monde faisait un site juste pour faire un site, mais personne ne savait ce qu'ils étaient en train de faire. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec la IA générative, où il y a tout le monde qui se jette dessus parce qu'il n'y avait aucune raison pour faire cette vidéo de la part de Coca-Cola. C'est juste parce que, il faut utiliser la IA, c'est ça le futur, donc c'est ça qu'il faut faire. Ouais, Coca-Cola a toujours, malgré tout, créé tout un univers autour des animaux, autour des éléments, de la magie de Noël et de toute la fiction qu'on peut retrouver autour de Noël, le Père Noël, les animaux qui dansent et qui parlent, les lutins. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle générative à ce moment-là me choque moins que, encore une fois, des marques qui auront besoin de créer beaucoup plus d'authenticité, de proximité avec leurs clients. Faut quand même pas oublier que le Coca-Cola, ça reste un produit artificiel de consommation courante. Et on n'est pas sur les problématiques d'une marque qui va chercher à créer une vraie connexion avec ses clients. Oui, donc là, c'est vrai que
les marques peuvent parfois oublier que leurs clients, ils sont humains et eux-mêmes, ils se déshumanisent dans leur quête pour la domination du marché. Donc, c'est un peu dommage. Puis, en parlant de IA et pour faire le lien avec le e-commerce, l'IA a toujours été utilisée depuis plus d'un siècle maintenant. Oui, presque un siècle, parce que ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on utilise l'IA. Mais donc, les gens, ils ne savent pas trop la différence. On entend beaucoup le mot IA, 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 IA. Mais là, on parle particulièrement de IA générative. Donc là, on génère des vidéos, du graphisme et tout ça là. Mais dans le e-commerce, vous avez une autre IA, par exemple dans le Python, dans le codage. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Oui, tout à fait. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est utilisé dans le commerce, dans le e-commerce depuis bien longtemps, dans le CRM. La grosse différence, c'est que maintenant, on utilise l'intelligence artificielle pour générer de nouvelles choses, de la création. Mais en réalité, si je prends l'univers de la data, la création de scores, la création de segments, la création d'algorithmes, tout le machine learning qu'on fait pour agréger des données et en ressortir des modèles prédictifs, ça c'est quelque chose qu'on utilise depuis bien longtemps dans les écosystèmes digitaux commerciaux. Bon, après toute la polémique autour de Coca-Cola et de l'IA, je pense que nous allons changer complètement de registre. Là, nous allons nous tourner vers quelque chose de plus classique qui ne bouge presque jamais. Donc là, on revient sur le classique, c'est les bons plans qu'on a toujours fait. Donc pour terminer, on a préparé une petite rubrique, et on va vous partager toutes les nouveautés, les conseils, les opportunités pratiques pour profiter au maximum de votre vie étudiante et rester à jour sur ce qui se passe autour de vous. Donc, pour commencer, petite nouveauté côté digital. Donc, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne a lancé récemment son application officielle Urca, disponible depuis octobre 2025 sur Android et iOS. Avec cette application, vous pouvez consulter votre emploi du temps en temps réel sur les actualités et événements du campus, découvrir les menus des restos universitaires parce que, en vrai, c'est chiant de se rendre au Crous, faire la queue pour après se promener et voir ce qu'ils ont fait, consulter les résultats et même accéder aux offres de stage et d'alternance ou d'emploi relayées par l'université. Donc, côté sport, nous avons le SUAPS, Service universitaire des activités physiques et sportives, qui permet de pratiquer plus d'une soixantaine de disciplines avec une seule cotisation annuelle. Donc, ce n'est pas tout aussi. Il y a votre statut d'étudiant aussi, il faut pas l'oublier, nous permet d'accéder à des réductions pour les piscines municipales, les patinoires ou encore certaines salles de sport, de quoi garder la forme tout en faisant des économies. Donc, Monsieur Dubois, un grand merci pour votre temps, vos conseils, pour avoir partagé votre parcours, vos analyses. Mais avant de terminer, quelles sont les qualités que vous pensez que les gens devraient avoir pour ces métiers? Sans hésitation, ça c'est la qualité que je recommande, c'est la curiosité. Le marketing client, si je globalise un peu tous les métiers du marketing digital, CRM, communication, c'est un univers qui a énormément évolué sur les 15-20 dernières années et j'en suis certain, c'est un univers qui évoluera énormément encore dans les prochaines années. Toutes les solutions qui avaient le vent en poupe, qui étaient en vogue il y a quelques années, quasiment toutes ont disparu. Aujourd'hui, vous avez des CMS e-commerce, des éditeurs de Customer Data Platform qui ont des positions dominantes sur le marché. Je ne pense pas qu'elles les auront encore dans quelques années parce qu'il y aura eu des nouveaux acteurs qui auront pris le lead. La conséquence pour chacun d'entre nous, voilà, c'est de continuer à rester en veille, à s'intéresser à tout ce qui sort. Il y a des choses qui ne verront pas le jour et il y a des choses qui prendront le pas sur les autres. Donc, soyez curieux, c'est vraiment ce que je peux vous recommander. Donc, on note bien que la curiosité, c'est vraiment le cœur, le moteur
du marketing digital, tester, comprendre, explorer les nouvelles technologies. C'est ce qui permet de ne jamais se laisser dépasser. Et donc, monsieur Damien, nous avons une dernière question secrète. Que direz-vous au Damien de 24 ans? Ce que je dirais au Damien de 24 ans, qui était effectivement dans les premières années de sa vie professionnelle, c'est ta vie professionnelle ne sera pas forcément à long fleuve tranquille. Il y aura des surprises, des bonnes surprises, des promotions auxquelles tu ne t'attendais pas. Il y aura aussi des moments un peu plus injustes. Tu travailleras avec des managers très différents auxquels tu devras t'adapter. Mais au global, tout ça reste un beau voyage. Et ce que je lui dirais tout simplement, c'est euh, profite de chaque instant de ta vie professionnelle et crois en toi. C'est très beau ça. Merci beaucoup. Oui. Donc, pour les auditeurs, retenez bien que la curiosité et puis les surprises sont requises et attendues. Et d'ailleurs, ce qui recouvre ces deux choses, qui est très curieux et très surprenant, c'est le podcast Podcom. Donc, s'il vous plaît, continuez à écouter, revenez. Il y a beaucoup de choses à apprendre, on vous l'a dit là. Et là, je vous passe avec Vanessa pour dire au revoir. Merci également à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à monsieur Damien Dubois d'avoir accepté d'être présent. Merci à Sacha, mon deuxième. Et merci à Lucas derrière l'enregistrement. Merci. Au revoir. Donc, au revoir. Merci. Podcast a été enregistré grâce au soutien d'Intercampus, que nous remercions pour le prêt de la salle et du matériel. Un grand merci également à l'UFR SESG et à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour leur accompagnement. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à très bientôt pour un prochain épisode.